Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous pour ce numéro mensuel de C'est grave docteur. On est ici en direct sur bouquet.live, vous pouvez nous suivre et poser vos questions, mais également sur la page Facebook de Bouquet et également celle de la clinique Saint-Luc de Bouge, car cette émission est en collaboration avec la clinique Saint-Luc de Bouge. Et je reçois aujourd'hui en plateau le docteur Van der Bremt. Bonjour docteur. Vous êtes pneumo-allergologue parce que nous allons parler des allergies. Voilà. C'est bien ça. Sujet bien d'actualité, les allergies en spécifique qui sont les allergies respiratoires. Et je pense que la première chose en fait que j'aurais envie de vous demander, Xavier, c'est faire un petit peu, nous expliquer c'est quoi finalement ces allergies respiratoires. Une allergie, pour faire simple, c'est une réaction anormale à quelque chose de normal. Il n'est pas normal d'éternuer quand on caresse un chat, il n'est pas normal d'éternuer quand on se trouve à un barbecue en plein mois de juin. Pourtant, le pollen, c'est normal et le chat aussi. Et c'est une réaction immunitaire et on peut considérer que c'est un peu comme un dérapage du système immunitaire. C'est comme si vous faisiez 200 fois la même route en voiture et la fois suivante, vous ratez le virage, vous êtes dans le fossé. Pourquoi? C'est certainement multifactoriel et donc les allergies dites respiratoires sont les allergies qui surviennent par voie inhalée. On devrait plutôt dire ça, ce sont les allergies aériennes. Alors on parle souvent de la poussière aussi. Oui. C'est une fausse idée ça? Oui, c'est une fausse idée. La poussière, c'est un mélange innommable de tout ce qui se trouve dans un sac d'aspirateur. Innommable. Innommable. Je ne vais pas donner d'exemple. Imaginez bien tout ce qu'il y a dans votre sac d'aspirateur. Et les acariens sont l'allergène principal de la poussière de maison, c'est-à-dire que dans le passé, on avait des extraits pour poussière de maison qui existent toujours en prise de sang. Et surtout, dites bien à votre médecin de ne jamais faire ce dosage-là dans la prise de sang parce que c'est non spécifique. On dose tout ce qu'il y a dans un sac de poussière d'aspirateur et donc on n'a absolument pas de réponse univoque à la question. On l'a dit aussi, un malheur n'arrive pas seul. On parle aussi d'allergies croisées. C'est quoi ça exactement? Ah, ça, c'est un sujet extrêmement vaste. On va prendre l'exemple des pollens. Donc, par un hasard tout à fait malheureux, le pollen de bouleau a un allergène majeur, BTV1, peu importe, qui est une protéine, comme presque tous les allergènes. Et cette protéine se retrouve quasi à l'identique dans la plupart des fruits à noyaux et la plupart des fruits à pépins. Ça, c'est vraiment pas de chance parce qu'entre la pomme et le bouleau et la noisette, pomme, bouleau, noisette, alors bouleau, noisetier, noisette, oui, ça on peut comprendre. Mais bouleau, pomme, au niveau botanique, bien malin celui qui me trouvera un lien. Et malheureusement, les allergiques au pollen de bouleau, une fois sur deux quasiment, développent des allergies buccales pas sévères en mangeant des pommes crues. Aussi, en préambule, quand vous avez expliqué les allergies, les terrains favorables, pas favorables, on parle parfois d'hérédité, parfois c'est familial. Pourquoi une personne plutôt que l'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, l'hérédité n'explique pas tout, loin de là. Si vous avez un de vos parents qui est allergique, le risque pour vous de devenir allergique est de l'ordre de 3 chances sur 10, on va dire 30%. Par contre, si aucun de vos deux parents n'est allergique, votre risque c'est déjà 15%. Donc il y a déjà dans la population à peu près une personne allergique sur 6. On va dire que c'est 15, peut-être même 20%, ça ferait 1 sur 5. Si vos deux parents sont allergiques, le risque passe à 50%. C'est qu'une chance sur 2. Et c'est statistique. On peut avoir une famille où les deux parents sont allergiques et les 3 enfants ne le sont pas. C'est purement statistique. Et par exemple, si les deux parents ont la même chose, si les deux parents ont un rhume des foins, le risque pour un des enfants, c'est 8 chances sur 10 d'avoir la même allergie que les parents. Une des causes, on parlait d'hérédité tout à l'heure, une autre hypothèse qui tient la route mais qui n'explique pas tout, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'hygiène, c'est-à-dire que dans nos milieux très aseptisés, où on stérilise tout, les biberons pour commencer, et d'ailleurs on fait marche arrière à l'heure actuelle pour la stérilisation des biberons, les antiseptiques, les lingettes, tous ces machins qui stérilisent absolument tout, semblent faire en sorte que notre système immunitaire n'est plus entraîné et ne fait plus son travail. Et donc, quand il reçoit quelque chose qu'il ne connaît pas, il réagit de façon anormale et explosive. Une allergie, c'est un peu une explosion du système immunitaire. Est-ce qu'on était plus allergique ou moins allergique il y a un siècle, et est-ce qu'on risque de l'être plus dans un demi-siècle? Merci. On va commencer un siècle, on va dire. Donc je vais commencer ma réponse un peu avant. Oui. On peut dire que globalement, les allergies ont augmenté depuis la fin des années 70. Oui, beaucoup de contacts avec la France. Fin des années 70-80. Et est-ce que on pense que la crise de l'énergie de l'époque, que les plus jeunes n'ont pas connue, on a commencé à isoler les maisons de plus en plus. En moyenne, la température dans les chambres a augmenté de 2 degrés. Mais 2 degrés, c'est quand même la différence entre le climat de Bruxelles et le climat de Lyon, par exemple. Oui. Et à Lyon, il y a de la vigne, chez nous pas. Juste pour dire que pour les acariens, ce changement de climat et d'humidité, puisqu'on a beaucoup moins ventilé, a fait en sorte que ça a donné un boom et une explosion d'allergies aux acariens. Globalement, on peut dire que les allergies, elles se sont multipliées par 4 en 40 ans. Donc le rhume des foins, il y a 40 ans, c'était 5% de la population. Actuellement, on peut dire facilement 20% de gens qui sont vraiment gênés par les foins. Justement, ce côté que c'est parce qu'on ventile
ventile moins les maisons, etc. Parce qu'on se dit, oui, c'est un allergène extérieur. Alors, tout ça est totalement multifactoriel. Donc, j'ai donné l'exemple des acariens pour dire que c'est vers les années 80 qu'on a commencé à avoir vraiment une augmentation comme ça. Tout à l'heure, je terminerai ma courbe. Hein, une augmentation qui avait l'air exponentielle des allergies. Pour les foins, non. Pour les foins, c'est notamment... aseptisé, peut-être? Oui, c'est notamment l'hygiène. Alors, est-ce que dans un demi-siècle, on risque d'être plus allergique qu'aujourd'hui? Voilà, et ça, c'est vraiment important de le dire. Parce qu'on ne sait plus rien faire sur le passé, mais par contre, on peut faire sur le futur. Voilà, et le futur travaille déjà pas trop mal. Donc, quand vous allez interroger Dr Google, vous trouvez encore des grosses bêtises du style, et on les trouve, et on les entend, et les journalistes les disent et les répètent aveuglément. On dit, en 2050, la moitié du globe terrestre sera allergique. Très facile à trouver cette info. Eh bien, c'est une intox ou une infox. Pourquoi? Parce que toutes les courbes du monde vivant sont des sigmoïdes. C'est-à-dire qu'on voit la croissance d'une ville, d'une population, d'une plante, notre croissance à nous, naissance, adolescence, âge adulte, et puis après, toutes ces courbes se terminent par un plateau et puis descendent. Eh bien, pour les allergies, c'est la même chose. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que les journalistes aiment tant que ça, les bonnes nouvelles? Par ici. Moi, oui, en tout cas. Ah, je suis heureux d'être là. Donc, prenons l'exemple des allergies. On va prendre l'exemple de l'allergie au lait de vache chez les bébés. Cette allergie au lait de vache, dans le début de ma carrière, j'en voyais toutes les semaines, quasiment. Eh bien, j'en vois quasiment plus. Alors, c'est vrai que les tout petits enfants, on les confie maintenant à des allergopédiatres parce que, heureusement, maintenant, il y a quand même quelques allergopédiatres. Mais on voit quand même que l'allergie au lait de vache, elle a atteint un plateau et elle diminue parce qu'on gère mieux la petite enfance. On fait ce qu'il faut au départ, ça sort peut-être du cadre d'aujourd'hui, et l'allergie au lait de vache, elle diminue. On va regarder un petit micro-trottoir et je vous rappelle que vraiment, n'hésitez pas à interagir avec nous. D'ailleurs, je vais aller voir directement s'il y a quelques questions. Ça y est, je suis de retour. J'espère que je vous ai manqué le mois passé. Je suis de retour dans le centre de Namur et je vais me diriger vers les gens et leur poser des questions concernant les allergies. On y va, c'est parti. Est-ce que vous avez des allergies? Oui, aux graminées. Aux chiens, chats, pollen. Au pollen. Ça me gratte. Si le cadreur pouvait arrêter d'avoir des allergies et renifler derrière, ce serait quand même assez sympa. Donc la question est, est-ce que vous avez des allergies? Je ne crois pas, docteur. Je ne suis pas docteur, hein, les docteurs ils sont en plateau justement, mais vous n'en avez pas. Je n'ai pas d'allergie. Graminées, poussière et chat. Non. Madame a des allergies, mais elle voudra bien passer, madame, à la caméra? Parce qu'elle nous a fouillé, elle est partie très vite. Hein. Donc on sait, quand les gens nous fouillent comme ça, on se dit toujours que c'est... Non, elle est pas... Vous voyez, elle est partie, tant pis, trop tard. Ça, c'est depuis longtemps? Non, pas très longtemps. D'année en année, ça se régénère, ouais. C'est de pire en pire d'année en année? Ouais. Et du coup, vous prenez des antihistaminiques? Ouais, et de la pommade aussi dans les yeux. Non, je fais rien. Oui. Oui, c'est ça. Et vous avez déjà pensé à la désensibilisation? Non, ça ne dit rien du tout. Vous savez pas ce que c'est? C'est le fait de se mettre en contact avec l'allergène, de pouvoir s'y habituer petit à petit et de devenir de plus en plus tolérant. Donc ça, avec un spécialiste, on peut le faire pour du coup de ne plus être allergique. Ok, incroyable. Ah non, mais c'est une bonne idée, ça. Je la teste dans quelques années. Dans quelques années, tu le feras. Ouais. Super. Merci beaucoup. Rémi et Corinne, les réponses sont diverses et variées. Certains consultent, d'autres pas du tout. D'autres vont à la pharmacie, d'autres utilisent simplement un mouchoir. Et moi d'ailleurs, ça commence un peu à me chatouiller, donc je pense que je vais aller consulter. Je le disais, le nez qui chatouille, les symptômes de ces allergies respiratoires. Voilà. Donc, est-ce que d'abord, c'est la même pour tous les allergènes? C'est les mêmes symptômes? Globalement, il y a quand même des tendances qui sont identiques. C'est nous les organes cibles, finalement. Donc, on va avoir des symptômes oculaires, nasaux. Ça suit un petit peu le parcours de l'allergène. Un allergène aérien très fin qui arrive sur nos yeux, ben, ça va être des yeux qui piquent, qui chatouillent, qui brûlent. Si on le respire, on va éternuer, pour commencer. On va avoir le nez qui se bouche ou qui coule, etc. Et puis, ça peut aller jusqu'à des grattements de gorge. Les gens décrivent souvent des moments où ils doivent vraiment racler le palais avec la langue. Le palais, c'est simplement le plancher du nez. Donc, quand le plancher du nez est irrité, ça gratte dans le fond de la gorge aussi. Alors, quand on vient vous voir, docteur, on fait toute une batterie de tests. On va en parler, mais je propose, puisque moi, j'ai fait les tests étant totalement convaincue que j'avais plein d'allergies, on est bien d'accord. Oui. Et je suis venue vous voir et je propose qu'on voit ce vlog et puis on en parle après. Avec plaisir. Alors je suis ici à la clinique Saint-Luc de Bourges. Je suis allergique depuis longtemps à toute une série de choses, mais je ne sais pas quoi. Je suis devant le cabinet du docteur Van der Bremt et je vais enfin découvrir.
Entrez. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je vais enfin savoir à quoi je suis allergique. Je voulais commencer par vous demander un petit peu quand datent vos allergies et quel type de symptômes vous avez. Mes allergies, elles sont arrivées au fil du temps, donc c'est assez compliqué de dater vraiment. C'était déjà dans l'enfance ou bien Non, pas? non, à l'âge adulte. Et donc depuis 1 an ou 1 an et demi, vous prenez des antihistaminiques à peu près tous les jours. C'est pas du tout un problème, hein, donc il n'y a aucune toxicité. Je le saurais si j'avais des problèmes. Oui, c'est respiration qui siffle, ça peut être de la toux aussi, soit en journée, soit la nuit. Non, vous n'avez pas ça en tête. Pas de toux au rire non plus. En riant fort, ça n'arrive pas de tousser. Non, par contre, j'ai facilement la gorge qui gratte. D'accord, oui. Plutôt en journée ou plutôt le matin ou plutôt le c'est soir? plus quand le jour j'avais été dans le foin, etc. C'est pas chez vous dans la maison, vous avez ça? Non. Pas de brûlant, non? Pas d'acidité qui remonte de l'estomac? Très rarement. Importante, parfait. Pas de toux la nuit? Non, ça n'arrive jamais non plus. Parfait. Parce que le premier challenger de l'allergie, c'est le reflux, qui peut donner presque tous les mêmes symptômes. Pas ou peu de pyrosis, de brûlant, comme on dit. Donc ce que vous pouvez déjà faire dès maintenant, c'est quand vous avez un truc pareil, vous dire est-ce que j'ai eu le brûlant ces jours-ci? C'est vraiment quelque chose de capricieux et d'épisodique, le brûlant. Mais en fait, c'est la pathologie du trop. On mange trop vite, trop tard, trop sucré, trop salé, trop acide, trop gras et trop stressé. Alors c'est marrant ce que vous dites là parce que, par exemple, moi je ne sais pas aller dormir après avoir mangé. J'ai un liquide, oui, si je vais dormir directement, c'est une catastrophe. Alors je vous donnerai aussi, mais c'est annexe par rapport au traitement des allergies, du motilium, le bête motilium, au coucher, quand vous avez ce phénomène-là. Vous pouvez déposer les avant-bras comme ceci. Les petits tests peuvent chatouiller un petit peu, on peut souffler mais pas gratter. Et donc ce qu'on va dire aussi, c'est que j'ai dû arrêter mes antihistaminiques. Voilà, il faut arrêter les antihistaminiques normalement 1 semaine avant, parce que sinon ça ne fonctionne pas. On a un témoin qui montre en fait ce que c'est qu'une peau normalement sensible. Okay. Et si le témoin réagit bien, alors tous les autres tests sont lisibles. Je prends pas. Donc on va tester ici la plupart des allergènes aériens. Avec la batterie qu'on fait aujourd'hui, on va explorer 95 à 98% des allergènes déjà. Donc pour ça, on prend cette petite pointe en plastique-ci, toute minuscule, d'accord? Et on fait un petit prick comme ceci, d'accord? Vous allez sentir une petite pique, je crois que c'est pas très traumatisant. Voilà, c'est pour faire rentrer un tout petit peu de produit dans les couches superficielles de la peau. Voilà, c'est le moment de la lecture. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Ici, on a le témoin positif, qui est donc l'ortie, l'histamine, comme l'ortie, et qui donne une petite papule et une petite rougeur. La papule est bien visible, elle fait 6 mm. La rougeur autour, plus ou moins 15. Parfois, c'est plus gros. On va dire que sur base de ça, vos tests sont lisibles. Par contre, on ne voit pas grand-chose d'autre. Deux possibilités. Ou bien, vous êtes beaucoup moins allergique que vous ne le pensiez, ou bien, il y a encore un effet antihistaminique. Mais quand je vois celui-là, normalement, on devrait quand même voir le reste aussi. Je prends des antihistaminiques depuis 1 an et demi pour rien. Peut-être, mais vous ne seriez pas la première. Alors, il y a une solution pour ça que je vais vous proposer aussi, c'est de faire une petite prise de sang. Parce que ça aussi, c'est important de le savoir, la prise de sang n'est pas du tout influencée par les antihistaminiques. Et donc, on aurait un peu comme si on avait un deuxième projecteur sur le même terrain de foot. On va voir plus clair. Et du coup, le reflux peut devenir une piste beaucoup plus sérieuse. Oui, vachement, oui. Et vous ne seriez pas la première, une fois de plus. Et d'autre part, si j'ai le projecteur prise de sang que j'aurai dans quelques jours, qui dit la même chose, eh bien, alors on va changer votre vie. Du coup, je vous propose de faire un petit test respiratoire. La chose qui s'apparente très fort à l'allergie, c'est l'asthme. Et que même si on n'a pas de symptômes, c'est toujours une bonne idée de faire au moins une fois un test. Alors, tu te sens comment, Corinne, dans cette boîte? Jusque-là, tout va bien. Alors, le premier exercice, vous respirez normalement. Puis je vais vous demander de prendre beaucoup d'air en une fois et directement de souffler vite, fort et longtemps. Inspirez. Souffle. Soufflez longtemps, c'est bien, on continue. Et quand on sait vraiment plus du tout, on inspire fort. Ça a été? Ça a été. J'avais déjà un peu perdu ma dignité dans le test du sommeil. Alors là, c'est bon pour moi, là. C'est ça, quoi. C'est tout à fait parfait. C'est tout à fait normal. Ouais. Ça va? Super. Ça va? Voilà, tout va bien en fait. Oui, c'est vraiment bien. Donc avec les résultats qu'on a chez vous, on a quand même les graminées qui lentement se sont révélées positives. On verra ce que dit la prise de sang. Ça pourrait vouloir dire que vous n'avez que ça comme allergie, un rhume des foins. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Super. Je vais vous proposer de faire une petite prise de sang avant de partir. Ok. Et je vous envoie le résultat par mail. Et on verra les résultats en plateau.
Alors, on va parler des résultats. La prise de sang a été totalement négative. On peut dire quand même que par rapport au test cutané, comme moi, j'étais quand même sous antihistaminique, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, ce qui rend quand même la lecture correcte, c'est le fait qu'il y a un témoin, qui est de l'histamine, en fait. Voilà, le témoin, c'est l'histamine. Or, les antihistaminiques qu'on ne doit pas réduire à des anti-allergiques. Les antihistaminiques fonctionnent pour tout ce qui chatouille, finalement. Partout où le corps provoque une réaction qui chatouille, que ce soit une piqûre de moustique, que ce soit un zona, que ce soit une varicelle. Tout ce qui chatouille peut être traité par des antihistaminiques. Et donc, du coup, comme on a testé... Ça. Voilà, tout à fait. Les piqûres de moustique, voilà. Et quand donc, on est alors en Camargue l'été, si on est fort piqué, on peut prendre un antihistaminique, ça chatouillera moins. Et on peut, du coup, dire en conséquence que ce n'est pas parce que l'antihistaminique fonctionne que c'est allergique. Alors, par contre, chose super intéressante, puisque finalement, je fais partie des gens qui étaient convaincus d'avoir beaucoup d'allergies parce que j'avais des symptômes, c'est que, du coup, on s'est orienté vers autre chose. Le reflux de l'estomac, c'est, je l'ai dit, c'est une pathologie hyper fréquente. On mange trop vite, trop tard, etc. Une personne sur deux. Oh oui, on peut dire ça. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est acide aussi que peut-être une fois sur deux, une fois sur trois. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des régurgitations, des renvois, des petites choses qui remontent, qui sont banales, qui sont favorisées par toutes sortes de circonstances. La sauce tomate, tout le monde connaît, je pense. Et ce n'est pas un problème tant qu'on est assis ou debout. Mais imaginez que vous êtes couché, avec l'estomac ici et la bouche là, et que bien sûr vous dormez. Eh bien, pendant la nuit, beaucoup de personnes ont des remontées de liquide, pas forcément acides. Si c'est acide, elles le sentent et souvent ça réveille. Et c'est pas chez moi qu'ils arrivent, ils ont mal au ventre, ils vont chez le gastro-entérologue. Et c'est très bien comme ça. Ceux qui arrivent chez moi, c'est ceux qui ont des reflux non ressentis et qui ont des symptômes ORL du coup, ils peuvent avoir des pharyngites. Si c'est mal de gorge, c'est souvent pas allergique. L'allergie ne fait jamais mal. Encore une petite chose à savoir. Si ça fait mal, c'est pas allergique. Si le nez fait mal, c'est pas de l'allergie. Si la gorge fait mal, c'est pas de l'allergie. Si ça gratouille, si ça chatouille, si ça coule, oui, mais pas si ça fait mal. Donc ces personnes-là peuvent avoir non seulement une espèce de pharyngite, ils peuvent avoir le nez bouché parce que ça remonte jusqu'à l'arrière-nez, ils peuvent avoir une oreille qui se bouche aussi, et ils peuvent avoir de la sinusite. Et les petits-enfants font des otites sur reflux. C'est même la principale et la plus fréquente cause d'otite chez les enfants. J'ai fait énormément d'otites quand j'étais enfant. Voilà, très souvent on retrouve ce genre d'antécédents, ou quand j'en parle pour un enfant, j'ai un des deux parents qui fait oui, parce qu'il s'y retrouve aussi, parce que ce n'est pas prouvé de façon scientifique, mais il y a une tendance familiale très nette pour ce fameux reflux, que l'on appelle alors un reflux gastro-œso-laryngé, et même nasal postérieur. Donc maintenant, on va parler par contre des traitements pour les allergies, les vrais allergiques, et peut-être aussi du côté saisonnalité. On va voir des graphiques avec, effectivement, il y a des saisons pour... je crois que vous avez voulu mettre en évidence 3 allergènes, c'est ça? Oui, ou plusieurs saisons, oui. Donc le premier allergène qui arrive dans nos pays à nous, c'est l'allergène des pollens d'arbres. Alors les arbres, c'est la famille du bouleau. Il y a des arbres pas du tout allergisants. Donc le bouleau, c'est ce qu'on appelle les bétulacées, c'est 4 mousquetaires. Par ordre d'apparition, noisetier avec l'aulne, ça c'est déjà parfois janvier et février, et puis il y a le charme et le bouleau. Le bouleau, il a besoin de 15-16 degrés pour polliniser, donc il vient en avril seulement. En dessous, il ne peut pas polliniser. Le noisetier et l'aulne, eux, peuvent polliniser même quand il y a de la neige. Du moment qu'il y a du soleil et qu'il fait sec, le noisetier peut polliniser. Là, on vous montre le graphique de Marchand-Famenne, parce que nous avons un capteur à Marchand-Famenne tout près de chez moi. Il y en a 5, on peut choisir la station à droite. Marchand-Famenne, c'est quand même relativement proche de Namur, mais sinon on peut aller voir pour Bruxelles, pour ceux qui sont plutôt dans le Brabant wallon. Et ça, on met ensemble l'aulne et le noisetier, et vous avez le graphique de cette année-ci, arrêté au mois de mars, et vous voyez qu'en fait, il y a eu un grand pic, un très grand pic vers le 18 février, un autre vers le 11, et vous voyez dans la marge, les chiffres, ce sont les grains de pollen par mètre cube d'air. Il y a eu donc un pic à plus de 1000 grains de pollen par mètre cube d'air, ça c'est une seule journée. Et vous voyez bien que la saison de ces deux pollens, elle est courte finalement, elle dure 8, parfois 15 jours. Dès le 25 février de cette année-ci, il faut dire qu'on a eu un printemps complètement pourri. C'est totalement météo-dépendant, évidemment. Dès le 25... Il n'est pas encore fini, mais bon. Non, mais ce pollen-là, en tout cas, il est fini. Ouais. Il ne faut pas croire qu'en se couchant en dessous d'un noisetier au mois de septembre, on va avoir des symptômes. Non, au mois de septembre, il n'y a aucun problème. Alors là, on a le boulot, et c'est le graphique de cette année-ci aussi. Et c'est le graphique de Bruxelles, celui-là, parce que Marchand-Famenne est toujours un petit peu en retard. Vous voyez que c'est mis à jour très rapidement, puisque c'est mis à jour au mercredi 22 mai. Et vous voyez très bien que pour le boulot, on a eu cette année un grand pic vers le 8 avril à 2200-2400 grains de pollen par mètre cube d'air, un seul, c'était un week-end si je me rappelle bien, un très beau week-end. Et puis à partir du 10 avril,
quasiment le calme plat, parce qu'il a fait très mauvais. C'est important de dire aussi, quand il pleut, ça fait retomber. Hein. Voilà. Et vous voyez, en grisé, vous avez les moyennes sur 10 ans, et en bleu, vous avez 2023. Et 2023 n'a pas été beau au printemps non plus. Vous voyez très bien qu'en bleu, la saison des pollens 2023, elle a été, pour le boulot, très faible. Alors, les traitements et la prévention, parce que ça, c'est important. On a parlé des antihistaminiques. Oui, oui, oui. Bien, donc évidemment que quand on est allergique, la première chose, c'est l'éviction. L'éviction. C'est sûr que si on est violemment allergique au cheval, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'arrêter les contacts avec les chevaux. Il y a des détails qui seront à discuter avec un allergologue, mais généralement, quand même, c'est difficile. Et puis après, on a les traitements symptomatiques, ceux qui traitent des symptômes, et ce n'est pas du tout une critique, donc les traitements médicamenteux. Beaucoup de gens disent, moi, j'aime pas les médicaments, je les rassure, moi non plus. Donc, on peut donner vraiment très peu de choses, du moment que c'est bien ciblé, et on a la chance d'avoir à l'heure actuelle des traitements vraiment totalement inoffensifs. Les premiers, ce sont les antihistaminiques oraux. On a maintenant des produits totalement non sédatifs, puisque c'était leur principal défaut avant, et c'est certainement le premier choix. Et c'est aussi le premier choix du médecin traitant qui va commencer par ça. Et la vitesse d'efficacité de l'antihistaminique donne une idée du fait que c'est allergique ou pas. Parce que ces antihistaminiques sont tellement puissants qu'ils vont même agir un peu sur un simple rhume. Mais pour un simple rhume, il faudra 24 heures et pour une allergie, il faudra 20 minutes. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un Donc on voit tout de suite, oui, c'est intéressant de savoir aussi. Oui. Les mêmes antihistaminiques sont disponibles en local et ça marche très très bien aussi. On a des antihistaminiques locaux pour les yeux, locaux pour le nez, c'est prodigieux aussi. La plupart sont en vente libre et donc le pharmacien peut déjà facilement dépanner quelqu'un qui est très atteint en aigu. Puis alors après, on a dans la deuxième ligne ce qu'on appelle les corticoïdes. Alors la cortisone, elle fait peur. J'ai le temps d'expliquer 2 mots sur la cortisone? Deux mots. 2 mots. La cortisone, 2 mots. On en fabrique tous les jours. Et pour simplifier, la dose que l'on donne en local pour le nez ou local pour les bronches, elle est 300 à 500 fois plus faible que ce que nous fabriquons tous les jours. Donc, les effets secondaires des corticoïdes locaux, on les oublie. Oui, voilà, c'est important de le dire, effectivement. On peut les donner à un enfant de moins d'1 an. Donc, aucun danger. Et peut-être qu'à ce sujet, je vais vous montrer comment on fait les utiliser. Pour prendre un spray nasal. Allons sur le côté pratico-pratique. Tadam. Donc alors, ça, c'est un spray nasal. Voilà, un spray nasal. Alors, j'ai relu les notices officielles hier pour vous, pour vraiment voir ce qui est indiqué. Il y a 4 étapes à faire. Et ce n'est pas du tout ce qu'on vous indique, ni même ce que beaucoup d'ORL indiquent, et certainement pas ce qui est mis dans la notice. Évidemment qu'on va enlever le bouchon, ça je compte pas. Okay. Après, il y a 4 étapes. Première étape, pas oublier de secouer. C'est presque de la gélatine à l'intérieur si c'est pas secoué. C'est ce que je ne faisais déjà jamais. Voilà, beaucoup de gens ne le font pas. Pourtant, ça c'est noté dans la notice. La deuxième chose. Pour autant qu'on la lise. Comment va-t-on pencher la tête? En arrière. Bah oui. Ça paraît logique. Bah non. C'est en avant. Tête en avant. Ça choque une première fois. Attendez, le numéro 3 est encore plus choquant. Donc 1, je secoue. 2, je mets la tête en avant. Pas besoin de faire le poirier, hein, juste la tête en avant. 3, pchit, pchit dans chaque narine, sans renifler du tout. Mais si je ne fais que ça, 1, 2, 3, pchit, pchit, et que je ne bouge pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va recouler. Ça va recouler. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour ne pas que ça coule? Mettre la tête en arrière. On a envie. Ah non, pas s'élever. Ah, bien vu. Souvent, quand je pose la question comme ça, il y a une des personnes devant moi qui trouve. Bravo. Donc, la seule et unique bonne technique pour mettre un spray dans le nez, c'est 1, à tous les âges et pour tous les sprays, quels qu'ils soient. 1, 2, 3, pchit, pchit, 4, fermé, pincé, étalé. On en met partout. Et puis on lâche. Le spray est dans le nez. Tous ceux qui reniflent, comme ça, ou pire, comme ça, envoie 60 à 80% du produit perdu dans la gorge, qui ne sait rien en faire. Pour mettre un spray bronchique correctement, là, il y a 6 étapes. J'ai aussi enlevé le bouchon et ça compte pas. Première étape, même chose, pas oublier de secouer. Deuxième étape, vider les poumons pour faire de la place. C'est pas évident. Moins de 2% des gens le font correctement quand on leur a pas montré. 1, 2, 3, en bouche, entre les dents, et pas devant les dents, sinon ça colle aux dents. Ça paraît logique. Et tête au plafond, je crois que la caméra est là, comme ça. Et ça non plus, c'est pas marqué. Parce que le spray, on va peut-être le voir sur un fond sombre, il sort à 60 km/h, ici. Si ma bouche est là et que j'aspire pas complètement, directement, il est perdu dans le fond de la gorge. Donc, pour éviter ça, 1, 2, 3, 4, pousser, aspirer pile en même temps. Je vais le faire, aucune toxicité. 5, rester 5 secondes sans respirer. Et 6, expirer par le nez. Parce que beaucoup de ces sprays, dont celui-là, soignent encore le nez en passant. Les 6 étapes ne sont indiquées nulle part. Nulle part. Et notamment le fait de mettre la tête en arrière, ce sont des découvertes récentes qu'on a faites notamment pour les poudres, puisque beaucoup de produits pour l'asthme sont en poudre, et pour les poudres, c'est la même chose, c'est tête en arrière. Hein? On a des gens qui font leur petit truc comme ça, et puis qui aspirent religieusement.
ben, le produit doit faire 180 degrés pour descendre dans les bronches et je peux vous dire que c'est un carambolage dans le virage. Hein. En fait, c'est marrant parce qu'on faisait juste l'inverse. On mettait la tête en arrière pour le spray nasal et on mettait la Exactement. tête en avant pour le spray Eh bien, buccal. retenez que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Mais super démonstration en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi maintenant de la désensibilisation? Voilà, ça c'est la troisième étape. Donc, éviction, médicaments, désensibilisation. Est-ce que c'est une vraie désensibilisation? Malheureusement, non. Je vais prendre l'exemple des graminées. Un rhume des foins, c'est comme une rivière qui déborde. Vous voyez l'eau qui monte, qui monte, qui monte, et puis quand ça déborde, les symptômes apparaissent. Une désensibilisation, c'est comme si on construisait une digue le long de ce cours d'eau pour ne plus qu'il déborde. Mais comme toute digue, elle va avoir une certaine hauteur, une certaine épaisseur, mais elle ne sera pas 100% efficace. Et quand on a des pics très élevés comme ceux qu'on a vus là, même une personne qui a reçu une désensibilisation va quand même avoir quelques jours de symptômes. Ils seront moins sévères, plus tardifs et moins durables. Vous parlez de pollution intérieure, il faut quand même bien rappeler que la pollution intérieure la pire, c'est la fumée de cigarette. Hein. Avant tout. Voilà, voilà. Et donc ventiler sûrement et surtout, de grâce, Ne pas fumer à plus fumer l'intérieur. dans une Surtout maison. pas fumer S'il y a à des l'intérieur. enfants, c'est presque l'équivalent de battre son gosse. Hein. Tellement c'est néfaste. Être allergique, est-ce que c'est grave, docteur? Et nous y voilà. Eh bien, je pense que vous l'avez compris, la plupart du temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça se soigne très bien. Mais il y a des allergies sévères malgré tout. Oh, on peut effectivement en parler beaucoup. Je pense que ce qui est peut-être important de répéter, c'est que les personnes qui ont des symptômes évocateurs d'allergie, bien sûr, elles vont aller voir sur Google. Et elles ont raison. Je le fais aussi. Pour d'autres choses, pour les allergies, j'ai plus trop besoin. Oui, j'espère. Mais bien sûr que c'est bien. Mais vous allez trouver tout et le contraire. Donc surtout, la première ressource, c'est le médecin traitant. Après, bien sûr. Évidemment. Le médecin traitant peut quand même gérer pas mal de choses. Et puis, bien entendu, le recours à quelqu'un qui soit spécialisé dans le domaine, ça peut être un ORL, ça peut être un pneumologue. Pour les enfants, ça peut être un pédiatre. On n'est pas que des pneumologues là-dedans, heureusement. Mais faire un bilan, ça, c'est quand même certainement utile. Merci, docteur. On se retrouve le mois prochain pour une autre émission. À bientôt.